La République de Platon, troisième livre, suite. Je repris. À l'époque où nous apprenions les lettres, nous n'estimions les savoirs suffisamment que lorsque leurs éléments, en petit nombre, mais dispersés dans tous les mots, ne nous échappaient plus, et que, ni dans un petit mot ni dans un grand, nous ne les négligions comme inutiles à noter. Alors, au contraire, nous nous appliquions à les distinguer, persuadés qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'apprendre à lire. C'est vrai. Il est vrai également que nous ne reconnaîtrons pas les images des lettres reflétées dans l'eau ou dans un miroir avant de connaître les lettres elles-mêmes, car tout cela est l'objet du même art et de la même étude. Très certainement. Eh bien, je dis de même, par les dieux, que nous ne serons pas musiciens, nous, ni les gardiens que nous prétendons élever, avant de savoir reconnaître les formes de la tempérance, du courage, de la générosité, de la grandeur d'âme, des vertus leurs sœurs et des vices contraires, partout où elles sont dispersées, avant de percevoir leur présence là où elles se trouvent, elles ou leurs images, sans en négliger aucune, ni dans les petites choses, ni dans les grandes, persuadées qu'elles sont l'objet du même art et de la même étude. C'est tout à fait nécessaire, reconnut-il. Donc, poursuivis-je, l'homme qui réunit à la fois de belles dispositions dans son âme et dans son extérieur, des traits qui ressemblent et s'accordent à ces dispositions parce qu'ils participent du même modèle, constitue le plus beau des spectacles pour qui le peut contempler. De beaucoup le plus beau. Mais le plus beau est aussi le plus aimable. Comment non? Par conséquent, le musicien aimera de tels hommes autant que possible. Mais il n'aimera pas l'homme dépourvu d'harmonie. Non, avoua-t-il, du moins si c'est l'âme qui a quelque défaut. Si c'est le corps pourtant, il en prendra son parti et consentira à aimer. Je comprends, répliquai-je. Tu ressens ou tu as ressenti un tel amour et je l'approuve. Mais dis-moi, le plaisir excessif s'accorde-t-il avec la tempérance? Comment cela pourrait-il être, puisqu'il ne trouble pas moins l'âme que la douleur? Et avec les autres vertus, nullement. Quoi donc? Avec l'insolence et l'incontinence? Plus qu'avec toute autre chose. Mais connais-tu un plaisir plus grand et plus vif que celui de l'amour sensuel? Je n'en connais pas, répondit-il, il n'y en a pas de plus furieux. Au contraire, l'amour véritable aime avec sagesse et mesure l'ordre et la beauté. Certainement, dit-il. Donc rien de furieux ni d'apparenté à l'incontinence ne doit approcher de l'amour véritable. Non. Et par suite, le plaisir sensuel ne doit pas en approcher. Il ne doit pas entrer dans le commerce de l'amant et de l'enfant qui s'aiment d'un véritable amour. Non, par Zeus, Socrate, il ne doit pas en approcher. Ainsi donc, semble-t-il, tu poseras en loi dans la cité dont nous traçons le plan que l'amant peut chérir, fréquenter, embrasser le jeune garçon comme un fils, en vue d'une noble fin, s'il le persuade, mais que pour le reste, il doit avoir avec l'objet de ses soins des rapports tels que jamais on ne le soupçonne d'être allé plus loin s'il ne veut pas encourir le reproche d'homme ignorant et grossier. Tu as raison, dit-il. Maintenant, repris-je, ne crois-tu pas comme moi que notre discussion sur la musique soit arrivée à son terme? Elle finit où elle devait finir, car la musique doit aboutir à l'amour du beau. Je partage ton avis, répondit-il. Après la musique, c'est par la gymnastique qu'il faut former les jeunes gens, sans doute. Il faut donc les y exercer sérieusement dès l'enfance et au cours de la vie. Voici ma pensée à ce sujet. Examine-la avec moi. Ce n'est pas, à mon avis, le corps, si bien constitué qu'il soit, qui par sa vertu rend propre l'âme bonne. Mais au contraire l'âme, qui lorsqu'elle est bonne, donne au corps par sa vertu propre toute la perfection dont il est capable. Que t'en semble? La même chose qu'à toi, dit-il. Si donc, après avoir suffisamment pris soin de l'âme, nous lui laissions la tâche de préciser ce qui regarde le corps, nous bornant à indiquer les modèles généraux afin d'éviter de longs discours, ne ferions-nous pas bien?
tout à fait bien. Nous avons déjà dit que nos gardiens devaient fuir l'ivresse. En effet, à un gardien moins qu'à tout autre, il est permis, étant ivre, de ne pas savoir où il se trouve. Il serait en effet ridicule, dit-il, qu'un gardien eût besoin d'être gardé. Mais que dirons-nous de la nourriture ? Nos hommes sont les athlètes de la plus grande lutte, n'est-ce pas ? Oui. Donc le régime des athlètes actuels leur conviendrait-il ? Peut-être. Mais, repris-je, c'est un régime somnolent et dangereux pour la santé. Ne vois-tu pas qu'ils passent leur vie à dormir, ces athlètes, et que pour peu qu'ils s'écartent du régime qu'on leur a prescrit, ils contractent de graves et violentes maladies ? Je le vois. D'un régime plus fin, poursuivis-je, ont besoin nos athlètes guerriers, pour qui c'est une nécessité de rester comme les chiens, toujours en éveil, de voir et d'entendre avec la plus grande acuité, et tout en changeant souvent de boisson et de nourriture, en s'exposant au soleil brûlant et au froid, de conserver une inaltérable santé. Il me le semble. Or, la meilleure gymnastique n'est-elle pas sœur de la musique simple dont nous parlions il n'y a qu'un moment ? Que veux-tu dire ? Qu'une bonne gymnastique est simple, surtout si elle est destinée à des guerriers. Comment ? On pourrait, répondis-je, l'apprendre d'Homère. Tu sais en effet que quand il fait manger ses héros en campagne, il ne les régale ni de poisson, bien qu'il soit près de la mer sur l'Hellespont, ni de viande préparée, mais simplement de viande rôtie, d'un apprêt très facile pour ses soldats. Car partout, peut-on dire, il est plus facile de se servir du feu même que de porter des ustensiles avec soi. Oui, certes. Des assaisonnements, Homère, je crois, n'a jamais fait mention. Les autres athlètes ne savent-ils pas que, pour rester en bonne forme, il faut s'abstenir de tout cela ? Et c'est avec raison, dit-il, qu'ils le savent et s'en abstiennent. Quant à la table syracusaine et aux mets variés de Sicile, il ne semble pas, mon ami, que tu les approuves, si nos prescriptions te paraissent justes. Non. Tu n'approuveras pas non plus que des hommes qui doivent rester en bonne forme aient pour maîtresse une jeune fille de Corinthe. Point du tout. Ni qu'ils s'adonnent aux délices renommées de la pâtisserie antique, attique. Non, nécessairement. En effet, en comparant une telle alimentation et un tel régime à la mélopée et au chant, ou entre tous les tons et tous les rythmes, nous ferions, je crois, une comparaison juste. Sans doute. Ici, la variété produit le dérèglement. Là, elle engendre la maladie. Au contraire, la simplicité dans la musique rend l'âme tempérante et dans la gymnastique le corps sain. Rien de plus vrai, dit-il. Mais si le dérèglement et les maladies se multiplient dans une cité, ne s'ouvrira-t-il pas beaucoup de tribunaux et de cliniques ? La chicane et la médecine y seront en honneur quand les hommes libres eux-mêmes s'y appliqueront nombreux et avec ardeur. Comment cela n'arriverait-il pas ? Hors du vice et de la bassesse de l'éducation dans une cité, est-il plus grande preuve que le besoin de médecins et de juges habiles, non seulement pour les gens du commun et les artisans, mais encore pour ceux qui se piquent d'avoir reçu une éducation libérale ? Ou bien penserais-tu que ce n'est pas une honte et une grande preuve de manque d'éducation que d'être forcé d'avoir recours à une justice d'emprunt et de rendre les autres maîtres et juges de son droit, faute de justice personnelle ? C'est la plus grande honte qui soit, dit-il. Mais ne crois-tu pas qu'il y ait honte plus grande encore quand, non content de passer la majeure partie de sa vie devant les tribunaux à soutenir ou à intenter des procès, on se vante par vulgarité d'être habile à commettre l'injustice, de pouvoir jouer tous les tours, s'enfuir par toutes les issues et plier comme l'osier pour éviter le châtiment ? Et cela pour des intérêts mesquins et méprisables, parce qu'on ne sait pas combien il est plus beau et meilleur d'ordonner sa vie de façon à n'avoir pas besoin d'un juge somnolent ? C'est là, avoua-t-il, honte plus grande encore. D'un autre côté, recourir à l'art du médecin,
non pas pour des blessures ou pour quelqu'une de ces maladies que ramènent les saisons, mais parce que, sous l'effet de la paresse et du régime que nous avons décrit, on s'emplit d'humeur et de vapeur comme un étang, et contraindre les subtils enfants d'Asclépios à donner à ces maladies les noms de flatulence et de catarrhe, n'est-ce pas aussi une chose honteuse ? Si, répondit-il, vraiment, ce sont des noms de maladies nouveaux et étranges. Tel, repris-je, qu'il n'en existait pas, je crois, au temps d'Asclépios. Je le conjecture parce que ses fils à Troie ne blâmèrent point la femme qui fit boire à Eurypyle, blessé, du vin pramnien, saupoudré abondamment de farine d'orge et de fromage râpé, ce qui paraît inflammatoire, non plus qu'ils ne désapprouvèrent le remède de Patrocle. C'était pourtant, dit-il, un breuvage bizarre pour un homme dans cet état. Non, fis-je observer, si tu réfléchis que la médecine actuelle, qui suit pas à pas les maladies, ne fut point pratiquée par les Asclépiades avant l'époque d'Hérodicos. Hérodicos était pédotribe. Devenu valétudinaire, il combina la gymnastique avec la médecine, ce qui servit d'abord et surtout à le tourmenter lui-même, puis beaucoup d'autres après lui. Comment donc, demanda-t-il ? En lui ménageant une mort lente, répondis-je, car comme sa maladie était mortelle, il la suivit pas à pas, sans pouvoir, je crois, la guérir. Renonçant à toute autre occupation, il passa sa vie à se soigner, dévoré d'inquiétude, pour peu qu'il s'écartât de son régime habituel. De la sorte, traînant une vie languissante à force d'habileté, il atteignit la vieillesse. Son art lui rendit là un beau service, s'écria-t-il. Il le méritait bien, repris-je, pour n'avoir pas vu que si Asclépios n'enseigna pas ce genre de médecine à ses descendants, ce ne fut ni par ignorance ni par inexpérience, mais parce qu'il savait que dans une cité bien gouvernée, chacun a une tâche fixée qu'il est obligé d'accomplir et que personne n'a le loisir de passer sa vie à être malade et à se soigner. Nous sentons le ridicule de cet abus chez les artisans, mais chez les riches et les prétendus heureux, nous ne le sentons pas. Comment s'enquit-il ?